Les Portugais avaient été les premiers Européens à venir à Gorée en 1444. Dans cette maison, à l'époque, il y avait 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants, séparés de cellules suivant le sexe et l'âge. Et la durée de l'attente pour les esclaves à l'époque avait été très longue, parce que de 3 mois, voire 3 mois et demi. Il n'y avait alors que les voiliers comme moyen de transport. Mais ils partaient les esclaves le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations, aux Amériques, alors ils se choisissaient ou on leur attribuait tout simplement les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Aux États-Unis, à l'époque, les esclaves, tout naturellement, eurent donc des noms ou des prénoms anglo-saxons. Brésil, des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors naturellement des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque, ils avaient alors été les esclaves de la manière suivante. À droite et à gauche, en bas, c'était alors les cellules des hommes. Et derrière vous, vous avez l'exemple typique de cellule pour hommes. Dans cette cellule de 2,60 m, sur 2,60 m, il y avait 15 à 20 hommes. Tous étaient alors assis par terre, tout autour du mur, adossés au mur, les chevilles enchaînées. Mais ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. C'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Les toilettes qui, pour les hommes, se situent alors à l'extérieur, généralement sur le quai. Dans le prolongement, à l'angle et à gauche, la cellule des enfants où le taux de mortalité fut le plus élevé. C'est là une petite cellule prolongée par un couloir qui conduit jusqu'au fond. Les enfants à cette époque y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Ensuite, les jeunes filles. On les avait alors choisies surtout pour la qualité des seins. Les marchands d'esclaves n'avaient alors fait que s'inspirer de la coutume africaine. Ils n'avaient reconnu les jeunes filles vierges qu'à partir de la fermeté des seins. Si bien que toute jeune fille dont les seins n'avaient pas été suffisamment fermes avait été considérée comme ayant perdu sa virginité et mise du côté des femmes. La vente, tout simplement, avait fini par revêtir la forme d'un troc. Or, du point de vue troc, un enfant n'avait été échangé que contre un petit miroir. Alors qu'un homme de plus de 60 kilos, et 60 kilos c'était le poids minimum exigé pour les hommes, un homme de plus de 60 kilos avait été échangé au même prix, ou à égale valeur qu'une jeune fille considérée comme vierge, l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau de vie. La femme à l'époque avait été vendue 4 fois moins cher. Et tout de suite après, vous passerez à la cellule des inaptes temporaires. C'était celle des hommes de moins de 60 kilos. 60 kilos, c'était donc le poids minimum exigé pour les hommes. Si bien que chaque fois que l'un d'eux était alors arrivé ici avec un peu moins de 60 kilos, il avait été installé dans la cellule pour l'inapte temporaire, à l'effet d'y être engraissé comme du bétail. Engraissé à l'aide de fèves de marée, une espèce de haricot, connu ici au Sénégal sous l'appellation de niébé, souvent additionnel de l'huile de palme. Au bout de 3 mois à 3 mois et demi, si cet esclave, malgré tout, n'avait pas augmenté de poids, au point d'atteindre les 60 kilos, alors il ne partait plus pour les Amériques. Mais cela n'avait alors pas fait de lui un homme libre pour autant. Il demeurait toujours esclave, mais était alors vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique. En dessous des escaliers de l'autre côté, vous verrez qu'il y a une porte donnant sur un trou. C'était la cellule des récalcitrants. Ceux qui se rebellaient ou qui tout simplement avaient refusé d'obéir. Or, pour les punir, tous avaient alors été enfermés dans cette cellule en dessous des escaliers. Les gardiens n'avaient pas eu à se préoccuper outre mesure de savoir le nombre d'esclaves qui pouvaient se contenir dans une cellule comme celle-là. Leur seule préoccupation avait été tout simplement de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Étant entendu qu'à cette époque, les esclaves finalement avaient été considérés moins que des bêtes. Et à droite, la même chose, également une cellule pour les récalcitrants. Mais la différence, cette fois-ci, ce sont bien 2 fenêtres visibles de chaque côté, qui datent de 1848, l'année de référence de l'abolition de l'esclavage, en France et dans les colonies françaises.
Et la date exacte avait été le 27 avril 1848. C'est précisément à cette date-là qu'avait été alors signé le décret d'application. En entrant à la maison des esclaves, madame, monsieur, tout le monde a vu la porte du milieu, dite porte du voyage sans retour. La raison est que les esclaves, lorsqu'ils partaient, c'est bien donc par ce couloir qu'ils avaient été amenés vers les bateaux. Chaque fois que l'un d'eux avait alors franchi la porte vers la mer, eh bien pour l'esclave c'était adieu d'Afrique. Passer la porte, il devait tout simplement monter sur un pont, construit à l'aide du bois de rognier, précisément le bois de palmier que vous verrez sur le plafond. Le pont avait alors permis aux esclaves de passer tout bonnement de la maison à bord de petites barques qui venaient les chercher du fait même des rochers pour les amener vers les bateaux alors amarrés un peu plus loin. Et en allant vers la sortie, deux couloirs, à droite et à gauche, la salle d'attente pour les esclaves en essence de départ. Il y avait alors bien eu deux rangées d'esclaves de chaque côté, assis en quinconce. Et dans le tout dernier couloir de droite et de gauche étaient les gardiens, à l'époque choisis parmi les esclaves, mais dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. Les esclaves à l'époque partaient enchaînés deux à deux, à partir des chevilles, avec accroché au milieu de la chaîne une boule en fer de 10 kg 300, si bien que celui qui tentait de s'évader en plongeon voulait immédiatement entraîné par le poids de la boule et mourir noyé. Et du fait même de tous les malades que l'on avait eu à jeter à la mer, il y a que toute cette partie de la côte avait été envahie par des requins. Oui, comme quoi les esclaves à l'époque finalement n'avaient eu aucun moyen de s'évader. Au total, madame, monsieur, la traite des Noirs avait duré 350 voire 400 ans, avec au bout 15 à 20 millions de Noirs, qui promenaient alors essentiellement de toute la côte ouest de l'Atlantique, mais qui à partir des côtes ouest de l'Atlantique avaient été amenés à destination des Amériques. États-Unis, Brésil, Cuba, Haïti, Antilles et Caraïbes, 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitements. Mais c'était forcément les meilleurs qui partaient, évidemment parce que tous issus de la sélection avait naturellement exclu d'office malades et vieillards. Mais à noter également au passage que ce n'était donc pas uniquement à partir de l'île de Gorée où l'on avait eu embarqué les esclaves à destination des Amériques. La réalité est que d'autres endroits avaient alors existé, mais alors disséminés tout le long de la côte ouest atlantique, comme les forts d'Elmina et de Cape Coast, au Ghana. Étant entendu que la même chose avait alors existé du côté du Bénin, essentiellement le long de la côte de Ouida jusqu'à Abomey. Également au Nigeria avec Lagos et Badagry, non loin de nous, la Gambie avec James Island. Mais le fait donc est que petit à petit, l'île de Gorée avait fini par prendre le pas ou de l'importance sur les autres centres de transit, cela du fait même de sa position géographique, car cette île est bien l'endroit le plus proche des côtes américaines. Quant à l'étage, eh bien c'était le logement des marchands d'esclaves. La grande question aujourd'hui est qu'on pourrait se demander comment. Oui, comment à cette époque avaient-ils pu, ces marchands, s'organiser pour vivre si près, avec tous les esclaves en bas. Et il y a que les Européens, finalement, n'avaient alors pas été les seuls à s'être occupés de la vente d'esclaves noirs. Parce qu'avant la traite atlantique, puisqu'à cette époque, il s'était alors agi essentiellement de transporter des esclaves capturés ou achetés le long des côtes africaines, en leur faisant traverser l'océan Atlantique à destination des Amériques. Je disais donc qu'avant la traite atlantique, organisée par les Européens à destination des Amériques, qu'une autre l'avait précédée, beaucoup plus ancienne par conséquent, il s'agit de la traite des Noirs par les Arabes, qui, elle, s'était alors bien trouvée localisée du côté de l'Afrique de l'Est entre les 11e et 15e siècles. Le grand port d'esclaves avait été alors Zanzibar, à telle enseigne que les esclaves traités alors à partir de Zanzibar avaient eu pour destination finale l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, l'Égypte, l'Asie, y compris l'Inde. Et cela, bien entendu, sans compter celle qui est dite transsaharienne, mais qui avait duré du 7e siècle au 19e. Et pour terminer, madame, monsieur, il y a aujourd'hui la maison des esclaves, assurément, un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Mais également, il y a que pour garder cette vision, elle se doit, cette maison, d'être pour toujours un lieu de célébration de la réconciliation entre les peuples. Et je voudrais terminer, madame, monsieur, en souhaitant à toutes et à tous